bonjour. Je vous présente, nous avons avec nous Younes Daif, qui est professeur de communication. Il est affilié à l'École nationale de commerce et de gestion à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Il est auteur de plusieurs articles sur la communication, l'éthique et les médias. Il est coordonnateur des modules de communication à l'UNCG et à la faculté de Seyss, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Il est aussi formateur en communication professionnelle et porteur de projets sur l'éthique de la communication au sein du laboratoire d'études linguistiques et des sciences de l'information et de la communication, Université toujours Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc, Monsieur Younes, vous avez la main. Merci infiniment, cher ami Mustapha Touh. Et à travers toi, je remercie le laboratoire l'ERSEG et l'Université Sultan Moulay Slimane de m'avoir invité à prendre part à cette conférence rassemblant des universitaires représentant les 5 continents. D'abord, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, on le voit déjà. Impeccable, merci infiniment. Et là, je ne peux qu'exprimer l'honneur et le plaisir que je ressens à vous présenter ma lecture de l'expérience marocaine en matière de gestion de la communication de crise, bien évidemment de la pandémie Covid-19. En fait, la question de la gestion de la communication de crise retrouve tout son intérêt dans le contexte critique que connaît actuellement le monde avec la pandémie de Covid-19. Et comme vous le savez, la gestion de crise s'appréhende sous 2 angles. Un angle décisionnel et un angle communicationnel. Pour le deuxième qui nous intéresse, celui de la communication, ces enjeux ne sont plus à démontrer et sont bien documentés par la réalité empirique. Juste une précision ici, la communication de crise est rattachée au courant de ce qu'on appelle la communication sensible, qui regroupe entre autres la communication sur les risques et la communication d'acceptabilité, d'autant plus que la communication fait partie d'un processus d'analyse interdisciplinaire faisant appel aux travaux sur la psychologie sociale, la psychologie des foules ou encore les théories des usages et gratifications. Donc ici, comme vous voyez le plan, je me propose dans cette intervention de faire une lecture de l'expérience marocaine en matière de communication de crise en me gardant de toute approche solutionniste. Je ne m'inscris pas du tout dans une approche solutionniste. Pourquoi? Parce que, voilà, vu le caractère violent et brusque de la pandémie et vu l'incertitude qui caractérise son évolution. Si la communication constitue la pierre angulaire de toute gestion de crise et ne permet pas pour autant d'éviter les lourdes conséquences d'ordre économique, social et sanitaire qu'elle engendre. En fait, depuis que les crises existent, les fake news, donc ici, comme vous voyez sur le plan, je vais commencer par parler des stratégies adoptées et les points forts concernant l'expérience marocaine pour par la suite proposer des pistes et axes d'amélioration. En fait, depuis que, comme je viens de dire, depuis que les crises existent, les fake news constituent la principale préoccupation de toute communication. Ça, c'est connu. La gestion des fausses informations émanant de toutes parts et qui sème la panique parmi la population constitue en elle-même une urgence en même temps que la gestion des urgences sanitaires. D'autant plus que ces dernières années, le phénomène des fake news se voit. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous m'entendez déjà? Oui, très bien, Younes, vous continuez, c'est parfait. Merci infiniment, je suis rassuré.
Très bien. Alors, je disais que le phénomène des fake news se voit amplifié ces dernières années avec les réseaux sociaux et le principe de viralité qui les caractérise. Il est clair qu'avec l'essor, avec la communication 2.0, avec l'essor de la communication 2.0, la fiabilité de l'information et des sources devient un défi, un des défis majeurs de la communication de crise, qui doit chercher à la fois à rassurer, légitimer la politique, désinhiber les perceptions de vacances, de pouvoir, et du coup induire un comportement donné, à savoir ce qui est à savoir la pratique des gestes barrières et le respect du confinement dans le cas du Covid-19. En fait, comme pour l'Ebola, le même phénomène est constaté sur le Covid-19, avec une flambée de désinformation, information intentionnellement, donc, comme ici, donc, comme je viens de dire avec l'Ebola, il y a une flambée des informations, avec de la désinformation, c'est une information intentionnellement fausse, et la mésinformation, information fausse par négligence, au point d'inquiéter l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis en garde contre ce qu'elle qualifie désormais d'infodémie. Juste une remarque ici, la communication de crise n'est pas que la communication en temps de crise. Elle correspond plutôt à l'organisation de la communication en fonction de la perception de l'information par la population. C'est très important ici parce que la perception compte, et dans le cas du Covid-19, la perception du risque ne sera jamais la même pour tout le monde, car elle intègre des variables culturelles, rationnelles et expérientielles. Voilà pourquoi la communication de crise doit prendre en considération cette réalité afin d'améliorer la compréhension et l'assimilation de l'information par le récepteur, le citoyen, la population. Qu'il s'agisse de travailler le contenu de la communication, d'agir sur la dynamique des flux informationnels, du choix du profil des acteurs, ou encore en passant par le rôle des médias, et ça c'est connu. Et là, le Maroc, là je vais citer quand même quelques exemples de l'expérience marocaine dans ce sens. Le Maroc, par exemple, a su prendre ces paramètres en considération. Alors très bien, donc je disais que les fake news constituent donc un réel problème avec la désinformation. C'est de fausses informations volontaires divulguées de façon intentionnée et de la mésinformation. Et donc ici, l'Organisation mondiale de la santé a averti, aussi a mis en garde tout le monde contre ce phénomène qu'on appelle désormais l'infodémie. Alors ça, c'était les fake news. Alors pour l'organisation de la communication de crise, les paramètres normalement concernant cette discipline à prendre en considération, surtout en temps de crise, parmi ces paramètres, on a le contenu de la communication, on a le flux de l'information et on a le profil des acteurs ou encore le rôle des médias. Alors je disais que le Maroc a su prendre ces paramètres en considération en gardant un seul porte-parole qui a pour tâche de diffuser l'information qui est aujourd'hui un droit. En gardant en fait un seul porte-parole, il demeurera quand même, durant la crise, il demeurera la source de confiance de la population. En changeant en fait cet interlocuteur, nous serons devant un autre scénario, celui de tisser un voile d'incertitude et de doute sur les informations, et la porte sera ouverte à toutes les interprétations
qui mettraient en péril la stratégie de communication. Le timing des points de presse a aussi grandement participé à la gestion de la communication de crise au Maroc. En fait, au Maroc, c'est chaque jour à 18 h, bien sûr, le même porte-parole, car tout retard augmenterait le stress des millions qui attendent et donnerait libre cours aux fake news, vite relayées par les réseaux sociaux. Fake news, comme vous le savez, ennemi numéro 1 de la communication de crise. En fait, certes, sur le plan de la communication, c'est une réussite parmi d'autres qu'a connue l'expérience marocaine, qui nous semble d'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, nécessiter quelques recadrages pour renforcer les actions engagées. Je le répète, moi, je ne m'inscris pas dans cette approche solutionniste. C'est juste une réflexion, une lecture à la base des fondements de la communication de crise. Et ces recadrages sont, à mon avis, intéressants. Pourquoi? Parce que la communication de crise, la communication en général est perfectible, et surtout la communication de crise, parce qu'on apprend avec la crise, et la crise nous apprend sur le tas comment réagir et comment évoluer avec nous-mêmes, avec le monde et avec la crise. Alors ici, je vais citer quand même les réussites qu'a connues l'expérience marocaine, comme j'ai annoncé dans le plan. En fait, les premières des réussites de l'expérience marocaine résident dans la gestion du flux et du débit de l'information donnée au fil des jours de la crise. La lecture de cette expérience fait ressortir en fait une approche en deux temps. Une première phase caractérisée par l'adoption du... Younes, oui, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes toujours sur la diapositive qui montre le porte-parole du ministère de la Santé? Ah, d'accord. C'est bon maintenant? Oui. Vous êtes sur les points forts. Oui, merci Mustapha. Donc, je suis sur les points forts, justement, concernant l'expérience marocaine en matière de gestion de la communication de crise. Et je disais que cette expérience fait ressortir une approche en deux temps. Une première phase caractérisée par l'adoption d'une stratégie dite de la discrétion maîtrisée, qui consiste en communication de crise à lâcher des informations au compte-gouttes pour ne pas trop déstabiliser la population, le temps de lui permettre petit à petit de digérer le choc et la catastrophe. Rappelez-vous, ça a commencé au Maroc par la fermeture du ciel aérien, puis l'appel au confinement et dernière mesure, les gestes barrières, le lavage des mains et l'obligation du port de masque. Alors, toutes ces mesures ont été communiquées de façon morcelée et lâchée en compte-gouttes. Une deuxième phase, caractérisée par la communication autour de la contribution au fonds Covid-19 et autour de la logistique d'indemnisation des plus vulnérables, donc les victimes, la population la plus touchée. Et cette démarche, nous pouvons la qualifier de stratégie de reconstruction. Il est intéressant aussi de considérer que les deux phases ont été marquées par l'adoption d'une stratégie narrative et la mise en place d'actions de communication de crise à travers des formes narratives et visuelles des messages sur les médias classiques et aussi sur les réseaux sociaux. Et l'objectif principal de ces actions de communication narrative, cette tactique, cette stratégie narrative, est d'inciter de façon et de manière ludique la population, de l'inciter au confinement. Ces actions de communication ont également pour objectif, et ça c'est sûr et certain, de convaincre l'opinion que les pouvoirs publics sont dignes de confiance. C'est très intéressant. Parallèlement aux campagnes via les réseaux sociaux
et relayée par les médias classiques, télé, radio, voilà, mobilisant influenceurs et prescripteurs, les artistes, les sportifs, les politiques. Les vidéos montrant l'attrait désormais populaire, agents d'autorité, Qaïda Huria, réprimandant les foules à Safi, ou celles des images de policiers nourrissant des chats à Tanger, mettent en fait ces vidéos et ces images mettent en perspective ces séquences narratives archétypes. Parce qu'en nous référant à la théorie de la narration, storytelling, ce type de récit ne peut que servir l'efficacité des messages de communication. Dans la mesure où, en situation argumentative, solliciter la fibre émotionnelle ne peut que se traduire par une adhésion et un fort engagement de la part de la population. Un autre chapitre très intéressant à lire est celui de la chloroquine. Ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment, ça n'a fait l'objet d'un débat public ou de crise politique comme en France ou aux États-Unis. Le ministère de la Santé a communiqué rapidement ses choix thérapeutiques sans qu'aucune polémique ne s'en suive. À première vue, il est tentant d'y déceler les symptômes stéréotypés d'une opinion passive et docile. Ben non. En réalité, en l'absence de certitude scientifique, la société marocaine ne néglige pas, certes, la question des risques thérapeutiques, et elle a préféré déléguer consciemment ou inconsciemment, elle a préféré déléguer la responsabilité de l'arbitrage bénéfice-risque à l'État. Parce que la population marocaine fait confiance en l'État et puis cette confiance s'est sans doute nourrie, et ça vous le savez, du bilan de la gestion marocaine du Covid-19 qui a connu une reconnaissance et un plébiscite à l'échelon international. Donc là, je suis en train de citer voilà, les réussites, les succès de l'expérience marocaine, et moi aussi en tant que citoyen, je partage donc ces réussites. En fait, la communication de crise au Maroc, comme partout dans le monde, c'est-elle aussi basée sur la dynamique, et ça c'est partout dans le monde, c'est basé sur la dynamique de la mobilisation de tous les secteurs. Si, pour les équipes rodées du ministère de l'Intérieur au Maroc, aucune anomalie d'organisation n'a été remarquée, le secteur de la santé, au premier front de la catastrophe, a su et a pu éviter une situation chaotique en se réorganisant rapidement et en réactivant dans une stratégie de communication des comptes officiels sur les réseaux sociaux, jusque-là en hibernation. Et il importe aussi de souligner ici que la ligne de commandement a veillé dès le départ à assurer une coordination irréprochable entre les différents secteurs, tant au niveau national, régional ou local. Là aussi, la caution royale a joué un rôle décisif avec l'intervention des services de santé, de l'armée, avec des images, voilà, des vidéos véhiculées via les médias classiques et les réseaux sociaux, participant ainsi à rassurer la population et, voilà, je dirais, croître sa confiance en la capacité de l'État à gérer réellement la crise. On peut dire que le Maroc a bien su, à présent, négocier la crise et réussir sa stratégie globale de communication, quoique sous son format actuel, cette stratégie pourrait s'avérer avec le temps perfectible si
nous avons à formuler des critiques sur l'expérience marocaine, nous devons nous interroger sur ce qui importe vraiment en période de crise. Parce ce qui importe, c'est rassurer, persuader, convaincre, sans cesse et persuader sans cesse. Et toujours et tant que la crise est là. Persuader la population de rester surtout chez elle, parce que c'est l'unique et la seule solution pour s'en sortir. La communication doit donc plus que jamais produire voilà, cet engagement émotionnel et avoir la concertation de la population. En fait, le processus justement de concertation et de participation de la population ne peut se faire sans mettre l'accent dans les messages communicationnels sur 3 éléments cruciaux. Le pouvoir, la légitimité et l'urgence, pour reprendre là la terminologie, ça vous le connaissez, du fameux modèle de Mitchell sur les parties prenantes. Et parce que parler aux citoyens en temps de crise impose un art particulier. Il s'agit d'une situation inhabituelle, certes, où chaque seconde est importante. Les leçons apprises des épidémies précédentes montrent qu'il est nécessaire de communiquer de façon à amener les populations à identifier les risques, à évaluer et comprendre leur vulnérabilité. C'est ce qui peut les inciter à adopter les bons comportements et à s'approprier les mesures de lutte. Alors ce point s'avère d'une extrême importance puisque, comme vous le constatez, même si la population respecte dans l'ensemble les mesures sanitaires et arrive à composer avec le confinement, il convient d'admettre que le message de sensibilisation n'est pas audible partout dans le pays, comme en témoignent les derniers chiffres relatifs aux infractions. Plus de 36 000 personnes, oui, plus de 36 000 personnes ayant été interpellées à date du 15 avril pour violation de l'état d'urgence sanitaire. Une autre piste aussi très intéressante d'amélioration, c'est en fait, donc, elle consiste à prendre en considération la nature de la cible. Parce que là, en droite ligne des approches contemporaines de la communication de crise, voire de la communication tout court, le concept de public actif et passif revêt une importance particulière, car il indique les possibilités d'amélioration possibles en matière de ciblage de la population. Public passif, public actif. La première, en fait, public actif et public passif. La première catégorie, plus avertie, mérite un plus grand engagement de la part du communicant, car elle peut faciliter la mobilisation en partageant des informations importantes tout au long du processus de la gestion de crise. Les médias s'inscrivent parfaitement dans ce rôle, mais il convient de réfléchir aussi à des formes de mobilisation via des associations de quartiers, par exemple, à déployer dans les quartiers populaires et à forte densité, de manière à obtenir un meilleur engagement des citoyens. Dans ce sens, je cite aussi... Oui, Younes, oui. Juste pour vous avoir interrompu, vous avez dépassé 20 minutes. Est-ce que vous pouvez en quelque sorte résumer ce qui pourrait venir dans votre communication? Et merci pour la compréhension. Ok, d'accord. Donc, ok, pas de souci, c'est Mustapha. Donc, ce que je peux dire, mais généralement, concernant la communication de crise ou la gestion de la communication de crise au Maroc, donc je peux dire que le Maroc, il a su quand même négocier sa stratégie globale de communication de crise jusqu'à présent, parce qu'il a su gérer ce qu'on appelle la pré-crise. Elle a géré toutes les phases
de la crise, la pré-crise, donc la phase préliminaire. Donc il a su détecter ces signaux faibles et agir en fonction de la situation et se préparer ainsi donc, au pic de la crise. Elle a su également gérer ce qu'on appelle la phase aiguë de la crise avec donc ce flux informationnel bien maîtrisé, avec la nature des messages communiqués. Mais aussi, je voudrais terminer sur un plan qui est très important ici, c'est que la nature de la communication 2.0 exige avant tout d'adopter une approche, parce que là, pour le Maroc, c'est très intéressant. Normalement, ici, les réseaux sociaux jouent un rôle très intéressant dans ce sens. Et là, quand même, il y a des spécificités, on doit mettre l'accent sur ça. La nature de la communication, comme je viens de citer, de 2.0, exige de nous d'adopter une approche conversation-échange, non pas une approche de diffusion et une information linéaire à sens unique, mais plutôt une communication rétroactive, plus en phase avec les environnements interactifs contemporains. Étant donné que les réseaux sociaux peuvent participer à la gestion de la crise ou à l'amplifier en faisant circuler de la fausse information et accentuer donc, le sentiment de la peur, il est d'une extrême importance de mettre en place un dispositif, un réel dispositif de détection et traitement des fake news et de renforcer la présence voilà, des comptes officiels partageant le maximum voilà, de la bonne information. Voilà, donc ce que je peux dire que le Maroc a su négocier sa communication, sa gestion de communication de crise. Reste à voir, bien évidemment, et attendre un succès post-crise et une réponse adaptée lors de la phase de cicatrisation. Croisons les doigts pour que le dénouement soit heureux et rapide. Je donne ma langue au chat et je vous remercie. Donc, l'intervention de M. Younes Taïf a porté sur le rôle central de la communication de crise et l'expérience marocaine en matière de la gestion de la pandémie du Covid-19. Après une introduction portant sur les spécificités de la communication de crise et les stratégies adoptées par le Maroc, deux phases de la gestion de crise sont distinguées avec des stratégies adaptées à chaque phase. L'intervention s'est terminée sur un ensemble de pistes d'amélioration et de recadrage pour renforcer les actions engagées dans la délimitation des conséquences de la crise. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup, M. Younes Taïf, pour votre fructueuse présentation.